Devant le grand jury de RFM ce dimanche, MSN, chef d'entreprise, membre du Conseil national du patronat et président de l'Association des dirigeants, entrepreneurs et cadres catholiques du Sénégal. Beaucoup de questions. Le PSE vu par le secteur privé, le tourisme, la finance catholique, le dialogue islamo-chrétien et plusieurs autres sujets. MSN face à Mamoudou Ibra Kane, le grand jury dimanche 11h10, Radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité. Nous avons le plaisir de recevoir ce dimanche MSN. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'accepter notre invitation. MSN, vous êtes administrateur de société et président du groupe ERS Sénégal, président d'honneur de l'Association des dirigeants, entrepreneurs et cadres catholiques du Sénégal. Vous avez présidé aux destinées de l'ADEX de 2007 à 2012 et êtes aujourd'hui le président de l'Union des patrons chrétiens du Sénégal, ANAPAC. MSN, votre nom est surtout associé à la location de voitures. Vous avez même conçu la bourse de la voiture BVO et dirigé en même temps le syndicat autonome des professionnels loueurs de voitures. Autre fonction que vous occupez, président de la Fédération des entreprises de franchise au Sénégal, administrateur et membre du bureau exécutif du Conseil national du patronat, administrateur à l'IPRES pour le compte du CNP, secrétaire général du syndicat d'initiative et de tourisme de Dakar, membre du bureau de l'Union des prestataires et opérateurs des aéroports du Sénégal et actionnaire à Sénégal Airlines. Vous êtes un passionné de golf à vos heures perdues. Comme on dit, vous êtes aussi chevalier de l'Ordre national du Lion et chevalier de l'Ordre de Malte, un moukhadam pour ainsi dire. Nous sommes en plein carême. MSN. Je vous remercie, monsieur le directeur, monsieur Mamoudou Ibra Kane. Je suis très heureux d'être ici, invité par vous aujourd'hui. Je vous félicite d'abord de votre émission et je salue le président du groupe, monsieur Youssou Ndour, qui était un ancien ministre de tourisme, et toute l'équipe de TFM. Effectivement, Mamoudou, nous sommes dans ce mois saint de carême. Dans ces jours, c'est pas un mois puisque c'est 40 jours. Je salue toute la communauté chrétienne, particulièrement les jeunes. Je vois le dévouement puisque tous les vendredis, je vais au chemin de croix à la cathédrale à 13h. Les jeunes croient avec force, avec détermination. Et ça, c'est important. Donc, je profite de ce moment pour les souhaiter un bon carême. Nous, chrétiens, nous savons ce que c'est que le carême. C'est des moments de sacrifice, de jeûne, si on le peut, de jeûne vraiment profond, parce qu'il y a des gens, des personnes qui jeûnent, qui mangent une fois par jour, le soir. Ils ne font pas du repas. Il y a d'autres qui font du repas, il y a d'autres qui mangent un peu moins. C'est toujours des sacrifices. Et aussi le changement de comportement, l'amour du prochain. J'en profite pour saluer nos compatriotes musulmans qui nous observent avec respect pendant ce mois de juin, puisque nous sommes le Sénégal et un, comme on disait l'autre, est indivisible. Voilà ce que je pourrais dire. Très bien. Nous reviendrons sur ce sujet tout à l'heure quand on abordera le dialogue islamo-chrétien qui nous est cher ici au Sénégal. MSN, vous venez de publier une lettre ouverte, chose étonnante. Vous saluez la transparence de la procédure de passation d'un marché que vous avez perdu. Expliquez-nous. Tout à fait. Mamoudou. Cela n'arrive pas tous les jours. Je suis quelqu'un qui a plus de 60 ans. J'ai traversé beaucoup de générations. Je m'explique. J'étais jeune sous la présidence de notre grand Léopold Sédar Senghor pour être président. J'ai été adolescent et adulte sous Abdou Diouf. J'ai beaucoup mûri sur Wade. Et me voici encore, et je le souhaite, sous la présidence
de Macky Sall. Mais c'est important. C'est une chance d'avoir vu un peu tous ces présidents, d'avoir vécu, bien sûr, à des moments différents et à des âges différents. Donc, je ne suis pas politique. Et ma mère m'a supplié, je suis fils unique. Je veux dire par là, je suis le seul garçon de mes parents. J'ai des sœurs que j'aime bien, bien sûr. M'a supplié de ne jamais faire de la politique. J'en ferai pas, s'il plaît à Dieu, pour respecter les paroles, les demandes de ma mère. Mais, si j'ai publié cette lettre, c'est après mûre réflexion. Parce que, c'est vrai, on dit qu'on ne fait pas de la politique, mais tout le monde fait de la politique. Parce qu'un engagement dans un domaine bien donné, n'est-ce pas de la politique? Quand j'ai vu évoluer mon pays, avec les espoirs que nous avons nourris, que les Sénégalais ont nourris, quand de temps en temps les présidents nous donnent un thème fort, rien ne sera plus comme avant, sous Abdou Diouf. Il y a eu un moment fort où il appelait les Sénégalais à avancer. Ça a un peu avancé. Sous Wade, mais en ce moment où Macky Sall le président Macky Sall est en train de lancer son PSE, Plan Sénégal émergent, et que de plus en plus les choses commencent à changer parce que nous avons vécu, il faut le dire, sous un climat des affaires très tendu pendant, moi je dirais 8 ans. Sous l'ancien régime. Vous le dites, oui, sous l'ancien régime. Justement, je cite un passage de votre lettre, vous dites « J'ai à souffrir naguère de certaines pratiques qui ne nous honoraient pas et qui mettaient en péril notre tissu économique. » J'ai fini de vous citer. Quelles sont ces pratiques dont vous avez eu à souffrir? Mais parce que tout simplement des marchés étaient attribués à des amis, à des parents, sans que ces personnes nées, comment dirais-je, on leur faisait parfois même des sociétés se créer pour des événements bien donnés et aussitôt disparaissaient au profit des sociétés qui étaient là, qui paient les impôts, qui sont des sociétés qui sont tenues d'une façon comme on tient une entreprise, avec une comptabilité, avec des employés déclarés, avec des employés qui vont à la retraite. Et donc on régénère. Quand vous voyez des sociétés qui pratiquement ne payent pas d'impôts, des sociétés qui pratiquement ne respectent rien et qu'on attribue ces marchés, mais ça a été, on a fragilisé des sociétés qui étaient bien structurées et qui malheureusement ne gagnaient plus de marché. Alors donc cela nous l'avons vécu et ça a été le cas. Je ne veux pas me ramener à moi parce que pendant des années j'ai encaissé, j'ai essayé de voir, je n'ai pas baissé les bras, j'ai créé d'autres sociétés pour pouvoir soutenir la première société et ça m'a permis un peu de me tenir. Mais vous dites que ce n'est pas seulement votre cas, donc il y avait d'autres cas. Mais il y a beaucoup de cas. Des entrepreneurs dans votre situation qui ont été écartés de marché de manière illégale, non transparente. Absolument, absolument. Il y a eu beaucoup de cas qui ont été écartés. Mais regardez, il y a beaucoup de sociétés qui, jusqu'à présent, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais ça ne va pas. Bien sûr, ils ont été tellement, ils ont tellement subi des problèmes à l'époque qui continuent à dire que ça ne va pas. Mais il faut qu'ils se ressaisissent. La compétition est là. Et cette lettre ouverte que j'ai annoncée, parce que depuis un certain temps, depuis, disons-le, depuis 2 ans, les affaires, les gens travaillent. À l'époque, quand l'État se mêlait de tout, l'État organisait de grands événements, mais organisait même les prestataires, c'est-à-dire les commerçants. Il fallait passer par des fonctionnaires, il faut le dire, pour pouvoir travailler. Par exemple, au moment de l'OCI, on nous a dit, attention, si des gens, des ambassades s'étaient répartis sur nous, on nous dit, si vous louez des voitures et que vous n'avez pas de badge, eh ben, vous ne pouvez pas circuler. Donc, ces gens
ont de suite décommandé et étaient obligés de passer par un entonnoir. Donc cela, nous l'avons vécu. Et je pense que cela, il ne faut plus, tout le monde le sait, ce n'est même pas l'appel qu'on s'apesantisse sur cela. Mais je me permettrai quand même de citer un autre passage. Vous dites, ce fut pour moi comme un coup de massue lorsque je me rendis compte que certaines sociétés qui raflaient tous les marchés d'État et même d'organisations privées dans lesquelles l'État était impliqué ne payaient pas autant d'impôts que ma société et encore moins de TVA correspondant aux marchés attribués. Pendant que nos voitures de location étaient garées, nos heureux adjudicataires allaient sous-louer des voitures en Mauritanie, en Gambie ou même au Mali, sans oublier les voitures louées auprès de certains particuliers associés à ce festival. Mais absolument. Ce que vous dites là est très grave. Mais absolument, ça s'est passé, tout le monde l'a vu. Vous savez qu'ici, les gens, tout le monde l'a vu, à Dakar, des voitures étrangères étaient là, avaient des écussons et étaient louées pendant que, et je vous dis, je ne suis pas le seul cas. D'autres confrères aussi structurés que moi ont vécu cela, ont acheté des voitures neuves et ces voitures n'ont pas bougé pendant l'OCI. Mais je vous assure, vis-à-vis de mes collaborateurs, je ne savais plus où me mettre. Quand les gens nous dépassaient avec les voitures, quand les gens commandaient des voitures, nous étions là, nos braves prestataires de chauffeurs qui étaient là en attendant, et les voitures étaient là stationnées, des voitures neuves, qui connaît bien sûr ma société, puisque je suis une franchise, je ne vais pas faire de la publicité ici. Ce cas, nous l'avons vécu. Mais c'est quand même étonnant, c'était aussi la période pendant laquelle un nouveau code des marchés publics a été adopté. Mais ce code ne s'appliquait pas. De toute façon, on l'a vu. Mais il y a quand même l'autorité de régulation des marchés publics. Et vous savez même, il y a eu des inspecteurs d'État qui, après, sont venus demander ce qui s'est passé au moment de l'OCI. Des gens, pour ne pas le dire, ont gagné plus de 1 milliard 500 millions. Ça, c'est 1 milliard 500 millions, une seule société pour l'OCI. Mais comment se fait-il que ces marchés aient eu à échapper, par exemple, à la vigilance de l'autorité de régulation des marchés publics? L'ARMP a quand même la réputation d'être vraiment une vigie, une sentinelle vigilante. Nous avons écrit à plusieurs reprises à l'autorité. Les lettres sont là. Nous avons écrit en dénonçant. Pas de réaction. Mais rien ne se passait. Rien ne se passait. J'ai eu M. Sayagnan, pour le citer, est venu à la chambre de commerce au Teranga, puisque notre société fait partie de la chambre de commerce américaine. Nous lui avons encore posé le problème. Je lui ai posé le problème en disant qu'est-ce qui est devenu. Donc bon, mais si ces personnes à l'époque étaient nommées, mais malheureusement n'avaient pas d'outils, ou en tout cas n'avaient pas de directives ou étaient limitées, mais malheureusement voilà ce que nous avons vécu. Et des événements et des événements. Et aujourd'hui vous saluez la transparence d'un marché que vous avez perdu. C'est quel marché d'abord et pourquoi vous avez estimé de saluer la transparence de ce marché que vous avez perdu? Parce que tout simplement ça ne se passe plus. Et ce marché, c'est un marché d'un organisme qui devait véhiculer des gens à l'intérieur du Sénégal. Et ils ont fait un appel d'offres sur lequel il y avait 6 prétendants. Et ils nous ont renvoyé le dépouillement avec les prix. Et nos prix, nous, les prix que nous avons faits, c'est ce qui était maintenu sur le papier qu'ils nous ont envoyé. Et on a vu des moins-disants. Et le moins-disant, et les prix se tenaient. Parce que ça ne peut pas être autrement. Dans un marché organisé, il ne peut pas y avoir des prix inférieurs de moitié. C'est vraiment dans un marché organisé, dans un secteur bien donné. Donc, j'ai salué. Et c'était le moment de le dire, de dire que les choses sont en train de se passer. Moi, je suis optimiste. J'ai repris à travailler. Je peux vous dire que depuis un certain moment, j'ai repris à travailler parce que la location de voiture, je la connais. Je suis même à l'international. Je donne des contributions à l'international. J'ai passé 40 ans de ma vie à louer des voitures. J'achète des voitures ici, avec les entreprises de la place. J'emploie des personnes ici, déclarées. Donc, c'est des entreprises qui sont fortes. Nous le savons. Donc, pourquoi fragiliser ces entreprises? D'ailleurs, dans des marchés, comment dirais-je, des marchés très importants,
On ne peut pas prendre un seul prestataire parce que le prestataire ne peut pas avoir, par exemple, un millier de voitures. Et à l'époque, dans un autre régime, vous savez ce qu'on faisait? On prenait tous les professionnels, on leur prenait d'abord des voitures. Puis ensuite, on demandait aux professionnels de s'approcher éventuellement de certains particuliers pour prendre leurs voitures. Et comment on le faisait? Nous, professionnels, on prenait ces voitures, on les assurait location de voiture. Pour être en règle, parce que l'assurance location de voiture n'est pas le même qu'avec une assurance particulière. Donc voilà comment ça se passait. Mais qui a 1000 voitures au Sénégal? Personne. Donc je pense que, je vais le citer, la première francophonie, ça s'est passé comme ça. La première francophonie qui s'est organisée ici, on nous a appelés. On sait que 1000 voitures, personne ne peut pas les sortir parce que vous achetez 1000 voitures, c'est pour travailler pendant l'année avec les 200 voitures et ensuite les 800 voitures les mettre de côté. C'est pas possible. Donc, on a appelé les personnes reconnues comme loueurs de voitures, c'est facile, et on leur a demandé de fournir leurs voitures et ensuite de se rapprocher auprès de certaines personnes qui voulaient louer leurs voitures. C'est ce qui est équitable. Très bien. Prochain sommet de la francophonie, fin novembre, début décembre. On va suivre. Alors, MSN, je rappelle que vous êtes le président du groupe ERS Sénégal et vous êtes membre du Conseil national du patronat. Cette lettre ouverte que vous publiez intervient au lendemain de l'adoption du plan Sénégal émergent par le groupe consultatif de Paris. 3729 milliards de francs CFA obtenus des partenaires financiers publics au titre d'engagement nouveau. Comment, en tant qu'entrepreneur et membre du Conseil national du patronat, vous accueillez le PSE? Moi, je l'accueille d'une façon très très favorable. Parce que d'abord, moi, j'étais déjà dans ce plan. Vous savez, je suis quelqu'un, chaque fois que j'investis, ce que je gagne, je le remets et je crée des sociétés. De la location de voiture, je suis passé à l'agence de voyage. De l'agence de voyage, je suis passé au transport touristique. Du transport touristique, je suis passé à l'hôtellerie. Et actuellement, l'hôtellerie, pratiquement, constitue les investissements les plus importants que mon groupe fait. Donc, il y a 5 ans, quand les choses étaient dures, on disait, j'ai osé investir sur un hôtel aux Almadies. Mes conseillers m'ont dit, mais les gens se plaignent. Non, je pense qu'il y a un effort à faire. Les investisseurs, les entrepreneurs que nous sommes, nous ne pouvons pas toujours rester à nous plaindre. Il faut que nous-mêmes, nous faisons aussi un effort sur nous. Mais si vous êtes là en disant que ça ne marche pas, mais finalement, vous-même, vous allez vous empoisonner parce que ça ne marche pas. Eh bien, moi, ce que je vois, je suis optimiste. Je donne du crédit aux politiques, que ce soit tout bord de politique qui viennent, que les Sénégalais ont choisi pour mener ce pays. J'ai donné du crédit à Abdoudouf, j'ai donné du crédit à Ouad, je donne du crédit à Macky Sall. Parce que c'est les Sénégalais qui l'ont choisi pour qu'ils mènent nos destinées. Donc on doit s'insérer dans cette politique. Et donc, comme je vous disais, je crois aussi à ce pays. Donc, comment croire à ce pays? En investissant, en travaillant. Il faut qu'on travaille, qu'on parle moins, qu'on travaille. Et pour vous, le discours sur la préférence nationale n'est pas pertinent? Parce qu'il y a beaucoup, parmi vous, en tant qu'entrepreneur, qui disent qu'il faut une politique de préférence nationale à l'endroit du secteur privé national. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Moi, je n'ai jamais... Chacun a sa sensibilité. J'aime la concurrence. J'aime les défis. J'aime me mesurer. Donc quand quelqu'un aime se mesurer... Face au privé, international, oui, absolument. Vous pensez avoir des arguments? Mais je l'ai dit au conseil consultatif, j'y étais, vous étiez, vous savez, et au groupe de tourisme, j'ai dit, monsieur, à des personnes qui étaient là, puisqu'on m'avait donné la parole pour que je témoigne, j'ai dit, vous venez au Sénégal, vous investissez, vous voulez une maison, vous voulez acheter une affaire, vous l'achetez. Vous avez les mêmes droits que moi, vous partez autant que moi. N'est-ce pas vrai? Ici à Dakar, vous voulez acheter un restaurant, vous voulez acheter un hôtel, vous venez de Bermude, vous venez des États-Unis, vous venez de la France, vous achetez et vous commencez à exploiter. Vous devez simplement respecter les lois et les règlements de ce pays. Donc c'est un pays ouvert. Donc
c'est vrai, il faut donner un petit coup de pouce. Mais moi, je pense qu'il faut aussi que le Sénégalais, qu'on utilise les compétences, c'est vrai, les compétences nationales, mais il ne faut pas dire non, celui-là, c'est un étranger, on l'écarte au profit du Sénégalais. Je pense que, bon, c'est pas tout à fait exact. Dans certains domaines, peut-être c'est valable, mais dans d'autres domaines... Par exemple, un domaine, les télécommunications, aujourd'hui, on voit que le secteur privé national n'y est pas présent. Alors que c'est une histoire quand même de gros sous. Plusieurs milliards de francs CFA qui sont en jeu. Oui. Pour donner ce domaine, comment vous expliquez que le privé national ne soit pas très présent dans le secteur des télécommunications, juste pour illustrer? Peut-être que c'est vrai. Moi qui vous parle, quand la Sonatel s'est créée, quand en tout cas on vendait les actions de la Sonatel, j'y ai cru. Et je vous assure que j'avais pris, et jusqu'à présent, je suis actionnaire à la Sonatel. Peut-être que l'État devait... Il y a eu une mauvaise approche de vendre un peu plus d'actions, je pense à France Télécom. Est-ce que l'État n'aurait pas intérêt à un peu reprivatiser, oui, et donner à la chance, la chance à certains Sénégalais pour investir dans ce secteur? Parce que à ouvrir les télécoms, bon, c'est vrai que actuellement les choses commencent à changer. Parce mais il y a deux autres opérateurs. Sonatel, même, c'est un exemple dans lequel on peut retrouver, par exemple, le secteur privé national, même si c'est encore timide, mais les autres opérateurs... Mais c'est vrai que les autres opérateurs... moi, ça m'a étonné le secteur privé que Expresso soit là. Moi, en tout cas, quelqu'un comme moi qui ai vu les retombées des actions de la Sonatel, on aurait dit que Expresso, comment dirais-je, ouvre son capital, en tout cas vend les actions, de suite on s'y engouffre. Mais non. Alors, là, l'État, effectivement, c'est pour ça que quand vous me demandez sur certains domaines, essayer de réguler, ce serait bien. Et donc, je pense que, et aussi l'aéroport AIBD, ça aussi, oui. On avait dit qu'on va ouvrir le capital, parce que nous, on parle de Air Sénégal, de Sénégal Airlines. Oui. Bon, c'est vrai qu'on nous avait demandé. On en parlera tout à l'heure. Oui, tout à fait. Sénégal Airlines, vous êtes un des actionnaires. Mais sur le PSE, l'opinion n'a pas trop bien compris que le secteur privé n'ait pas annoncé le financement attendu de lui, 1111 milliards francs CFA. Peut-on parler de réserve du privé par rapport au plan Sénégal émergent? À mon avis, vous savez, certaines personnes qui sont solvables et qui peuvent investir dans ce plan Sénégal émergent, peut-être sont discrètes. Mais moi, je vous dis, je pense qu'un homme d'affaires, et il faut que les Sénégalais sortent l'argent pour investir. Parce que on a vu des sommes planquées dans des banques, c'est inadmissible. Un homme d'affaires n'a pas de l'argent liquide. Moi, je ne suis incapable de vous certaines sommes. Je réinvestis. Mais pourquoi certaines personnes garderaient de l'argent? La thésaurisation. Oui. Alors, ça, c'est pas... D'abord, c'est pas des hommes d'affaires, à ce que je sache. Peut-être ils ont gagné leur argent autrement, mais c'est pas des hommes d'affaires. Parce qu'un homme d'affaires qui gagne de l'argent, qui a le retour sur investissement, il réinvestit. Et c'est ça le propre de l'homme d'affaires. Donc, je pense que les Sénégalais auraient intérêt à s'engouffrer dans ces grands projets. Dans ces grands projets, et moi-même qui vous parle, j'ai vu certaines niches dans l'agriculture, dans le tourisme. Je pense Quelles sont ces niches, par exemple? Oui, mais dans l'agriculture, il y a à investir, parce que celui qui... ces niches, c'est la vallée. Il y a des Sénégalais qui sont montés. Déjà que des groupes français ou belges viennent investir dans la vallée, bon, avec certains montants qui parfois ne sont pas considérables. Parce que moi j'estime que 2 milliards, 5 milliards, ça peut encore être financé par nos institutions ici. J'en sais quelque chose, puisque je viens de faire un hôtel où j'ai eu le financement. Donc, les Sénégalais ont intérêt, actuellement c'est timide, mais je pense que d'ici quelques temps,
si les gens ont bien vu le plan émergent, mais c'est un canevas du travail. Quand je vous disais que moi... Le privé viendra progressivement. Quand je vous dis que, personnellement... Le privé viendra progressivement par rapport au PSE. Absolument. Quand je vous dis que depuis, j'ai investi sur un hôtel, je suis en train de faire des chaînes d'hôtels. Mais le plan émergent en matière de tourisme répond à cette attente. Donc ça veut dire que la politique du gouvernement, moi qui suis, ça répond. Il faut que les gens aussi partent vers ce plan. Il faut que les gens se libèrent et s'approprient du plan émergent. Parce que les bailleurs de fonds, même s'ils amènent de l'argent, et que le privé, ce sera des privés étrangers qui vont venir. Et d'ailleurs, vous savez que nous avons, non seulement le plan est tellement intéressant que, vous avez vu, il y avait des Espagnols bien sûr, au groupe consultatif, que nous avons reçu le CNP aussitôt, après nous l'avons reçu la semaine passée. Donc ça veut dire que c'est privé. Et le monsieur qui, il y avait le ministère de l'Industrie et du Tourisme, entre autres, mais il y a le patronat qui est l'équivalent du MEDEF, c'est eux qui le disent, en France, qui est venu pour la première fois en Afrique de l'Ouest. Et donc, ça, à peine 15 jours après, après le groupe consultatif. Très bien. Alors, reste le défi de la mise en œuvre et donc de l'absorption des fonds prévus dans le cadre du plan Sénégal émergent. Le président de la République vient de nommer à ses côtés Mohamed Dionne, ministre chargé de coordonner le bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent. Une bonne ou une mauvaise décision? Il me semble que, moi j'ai eu des avis, je ne le connais pas personnellement, il semblerait que c'est une personne pleine de rigueur. C'est une personne qui m'a dit, moi je ne connais pas, il m'a dit attention, la personne-là, elle est très rigoureuse. Elle a déjà travaillé au Sénégal. Elle a été directeur de cabinet de Macky Sall quand il était Premier ministre. Et il semblerait, voilà les premiers avis que j'ai. Donc moi je pense que prendre quelqu'un de la Banque mondiale, n'est-ce pas, hein, il vient de la Banque mondiale, qui est quand même, qui constitue comment dirais-je, le principal bailleur, hein. Est-ce que c'est pas ça qui a fait dire à certains que c'est un choix imposé par la Banque mondiale? Bon, là aussi, vous tournez la question autrement. Oui, mais en tout cas, là, moi je n'analyse pas sur ce côté. Oui. On m'a dit simplement que c'est une personne rigoureuse. Peut-être que aussi la Banque mondiale a vu la qualité de cette personne et qui est un Sénégalais, qui est un patriote et qui le met. Donc il ne faut pas regarder le truc autrement. Pourquoi la Banque mondiale, si elle voit que cette personne elle est rigoureuse, cette personne peut mener ce plan émergent, elle peut nous le proposer. Et bien sûr, à charge aux autorités de l'accepter. Très bien. Wait and see, comme on dit. MSN, on va parler du secteur touristique. Vous investissez dans ce secteur. Comment se porte le tourisme sénégalais en tant que secrétaire général d'ailleurs du syndicat d'initiative de tourisme de Dakar? Le tourisme va... Je pense qu'on a touché le fond. Il va? Oui, non, on a touché le fond. Il va à volo. Oui, le tourisme va très mal. On a touché le fond. Il faut maintenant qu'on remonte. Je pense que là où nous avons atteint. Mais ceci dit, il y a deux secteurs à considérer, c'est-à-dire le tourisme d'affaires et le tourisme balnéaire et le tourisme de découverte. Oui. Le tourisme d'affaires et de conférences, dans lequel vous investissez. Tout à fait. Quoi qu'on dise, se porte bien. Parce que Dakar est une plaque tournante. Dakar, dans l'Afrique de l'Ouest, sa stabilité, sa belle ville, enfin, cette ville qui est belle, avec de belles routes, avec beaucoup de restaurants, d'hôtels convenables, les gens vraiment sont attirés par cela. Et donc, vous voyez la profilation d'hôtels qui est en train de se faire, parce que c'est comme ça. Le tourisme d'affaires marche. Le tourisme d'affaires, je pense que est en bonne voie et continue à marcher. Puis le tourisme balnéaire. Oui. Sur lequel d'ailleurs le ministre du tourisme Omar Gueye est un peu opposé aux acteurs du tourisme, là où lui, le ministre, parle de hausse des visites touristiques de 20%, les acteurs du secteur disent qu'il y a même une baisse. Alors,
Donc, oui, en tout cas, ce qu'on peut remarquer, simplement, c'est que, quoi qu'on dise, le tourisme balnéaire et de découverte a eu de plomb sur l'aile. Parce que l'ancien président, Maître Wade, ne croyait pas à ce tourisme. Il a dit déclarer. C'est son droit, parce que peut-être il voyait d'autres méfaits. Et ça n'a pas favorisé, bien sûr, parce que quand le patron d'un pays, le président d'un pays ne croit pas à un secteur, ce qui est certain, il ne va rien faire pour son développement. Bon, on l'a convaincu, et vers la fin, il avait commencé à y croire, en tout cas. Mais le mal était déjà fait. C'est pas simplement... Vous le tenez pour responsable? C'est pas simplement ça. Je pense que nous avons dormi sur nos lauriers. Parce que le Sénégal, par rapport à l'Afrique de l'Ouest, c'était le pays le plus visité. Parce que d'abord, c'était l'ancienne, en Afrique occidentale française, c'était pratiquement la base de beaucoup de choses. Et donc, les Français revenaient en pèlerinage. Ensuite, notre pays, quand même, c'est un pays, comment dirais-je, accueillant. La Teranga était là. Pendant que les autres ne pensaient pas à développer le tourisme, nous, notre tourisme était là. Parce que tout simplement, toutes les conditions étaient réunies. On a dormi sur nos lauriers, c'est-à-dire sur nos plages. Voilà, on a dormi. Notre soleil. Voilà, exactement, on a dormi. Et voilà, aujourd'hui, maintenant, on est en retard devant le Cap-Vert, devant certains pays. Bon, on a dormi, voilà. Alors, certains acteurs touristiques à travers le syndicat patronal de l'industrie hôtelière du Sénégal demandent le départ de l'actuel ministre du Tourisme et des Transports aériens Omar Gueye. Son prédécesseur Youssou Ndour a eu à essuyer de vives critiques de la part de ces mêmes acteurs. Quelle est votre position par rapport à ce bras de fer entre les promoteurs touristiques et le ministre de tutelle? Vous savez, moi je respecte beaucoup ceux qui investissent. Mais dans ce tourisme-là, dans ce secteur du tourisme, essayons de voir ceux qui investissent. Parce qu'il ne faut pas toujours que nous, du privé, en tout cas nous qui sommes dans le secteur touristique privé, que nous soyons là en train de critiquer et nous ne faisons pas d'efforts sur nous-mêmes. Vous n'êtes pas pour le départ du ministre? Mais est-ce qu'on peut, chaque fois qu'un ministre est là, demander son départ? Vous êtes donc contre? Mais non, je pose la question. Moi, la question. Moi, je pense que c'est une personne qui a été nommée, qui est en train de trouver les voies et moyens pour, comment dirais-je, pour développer, relancer le tourisme. Il a posé des actes forts. Il a quand même amené le président à Sali, parce que c'est pas les professionnels qui l'ont demandé, peut-être que, mais il a posé quand même des actes. Il a le conseil interministériel. Bon, c'était l'occasion pour que les acteurs viennent poser les problèmes. Est-ce que vous faites partie de ceux qui l'avaient boycotté? Ah non, moi je suis allé. Vous étiez là. Moi j'ai investi des milliards dans le tourisme. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que les ceux qui critiquent le ministre n'investissent pas? Non, ce que je vous ne dis dire? pas. En tout cas, moi je ne peux pas. Je rappelle simplement que le syndicat national, syndicat patronal de l'industrie hôtellerie du Sénégal est dirigé par M. Racine Sy, par exemple. Ah non, non, je n'ai rien. C'est un jeune frère, il n'y a aucun problème. Attention, il y a quand même d'autres secteurs, hein. Il faut quand même, il y a Racine qui fait partie du CNP, qui est mais il y a, comment dirais-je, l'ONIT qui fait partie des comment dirais-je, des petites structures, il faut le dire. Il y a d'autres. Donc, chacun a son point de vue. Il ne faut pas simplement que, moi je dis, je ne me mets pas dans cette voie. Personnellement, je fais quand même partie des Sénégalais qui investissent et beaucoup d'argent et des milliards. Cet hôtel que je suis en train de faire en ville, c'est un coût de 5 milliards. Je ne peux pas me comparer avec la personne qui est, par exemple, je ne sais pas, j'allais dire, dans les îles, qui a un campement de 20 millions ou de 30 millions et qui est là en train de crier. Je ne peux pas me comparer à cela. Donc, il faut raison garder que les gens se mettent autour d'une table. Et que ceci,
ces déchirements ne favorisent pas le tourisme. Donc, je pense que voilà mon point de vue. Sans pour autant, Racine, on est au CNP ensemble. Je respecte son point de vue. Moi, Tu as un point de vue contraire. Je n'ai pas de point de vue. Excusez-moi du tutoiement. Vous avez un point de vue contraire. Non, mais comment dirais-je, j'ai ma voix, j'ai mon opinion. Voilà, je respecte Racine qui est un jeune frère et qui a fait du bon travail. Hein. Ceci dit, parce que il a mené ardemment la lutte pour qu'on descende la TVA sur, en tout cas, l'autorité à 10%. Donc, il a fait de bonnes choses. C'est une lutte qu'il a menée, qui était là, et ça, il faut le reconnaître. Maintenant, bon, qu'il ait des divergences, malheureusement, trop souvent avec les ministres qui sont là, bon, est-ce qu'il n'y a pas une autre voie? Est-ce qu'il n'y a pas une voie de concertation? C'était vers 10%, c'est avec le ministère de Youssou N'Dour, non? Oui, mais il a mené, non. Parce que vous l'avez dit tantôt que chaque fois, il n'était pas d'accord on n'était pas d'accord, puisqu'il parle au nom de l'autorité. Mais il a mené quand même Oui. Terminez votre phrase. Tout à fait. Non, il a mené quand même ce combat. Et vraiment, Dieu merci, les autorités ont accepté, ont vu que le tourisme quand même devait être vraiment supporté et donc ont accordé ces 10%. Le tourisme est associé au transport aérien. Vous êtes actionnaire d'Air Sénégal, de Sénégal Airlines, une compagnie très mal en point également, qui bat de l'aile. Oui. Mais il faudrait qu'on supporte. Malgré cela, il faut qu'on supporte cette compagnie. En quoi faisant? Parce que c'est un pavillon national. Et ce serait dommage qu'il n'y ait plus ce pavillon national. Et si ce pavillon national disparaissait, au bout de 2, 3, 4 ans, il va falloir remettre un pavillon national. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut recapitaliser, il faut voir le mot, réinjecter de l'argent. Vous êtes prêt à le faire malgré tout? Bon, attention. Malgré cette situation, vous êtes encore prêt à mettre de l'argent? On demandera à d'autres de le faire. Nous avons assez mis et nous avons rien vu. Vous êtes essoufflé? Oui, certains sont essoufflés. Mais il faudrait maintenant que d'autres viennent et mettre de l'argent. Il faut que... Moi, je pense que il faut quand même maintenir cet outil. Ceci dit, c'est le langage que on nous avait tenu un bon langage. Sous le précédent régime, qui avait pensé à cela et qui était une bonne chose. Pourtant, on a eu à dire que non, on vous a forcé la main, que vous n'étiez pas, vous, privé très chaud. Qu'en est-il? Non, mais on ne peut pas forcer la main. Bon, c'est vrai qu'on nous a demandé de supporter, c'est normal. On ne peut pas le demander à des gens qui ne sont pas dans le secteur. On a demandé à des gens qui étaient plus ou moins dans le secteur ou qui étaient intéressés. Bon, on les a appelés. Et vous savez, bon, et c'est comme ça que les gens sont venus. Forcer, c'est au dire. Bon, c'est vrai qu'on nous a indiqué que c'était bien de le faire. Bon, et moi, en tout cas... Et aujourd'hui, avec le recul, vous trouvez que... Quand j'ai mis, je savais que... il fallait le faire. D'abord, c'était pas pour un retour d'investissement, parce que, comme le dit l'autre, quand on veut être, quand on est milliardaire, qu'on veut devenir millionnaire, investissez dans une compagnie aérienne. Rapidement, vous allez perdre de l'argent, ceci dit. Et vous avez perdu de l'argent? Oui, mais actuellement, si les dettes sont supérieures au capital, vous savez que pratiquement la société Sénégal Airlines est en banqueroute. Mais ceci dit, je vous ai dit tantôt que le pavillon national, c'est important. Vous savez, du moment fort de la guerre froide, Paname, à l'époque, la société américaine, volait avec que son équipage pour poser son drapeau, le drapeau américain, sur le tarmac de Moscou. Et il n'y avait pas de passagers, et il faisait de temps en temps des allers-retours. Une question de souveraineté, oui, voilà, de fierté nationale. Ça, mais il y a certains quand même qui vous reprochent, y compris d'ailleurs le ministre actuel, qui dit qu'il y a eu un mauvais choix stratégique, il y a une surcapacité des avions, des A320 qui font la sous-région. Et c'est pas une erreur stratégique. Ah oui, mais ça, c'est... Nous sommes des actionnaires, mais ne sommes pas... il y a quand même le conseil d'administration, on nous avait donné un plan. Bon, à l'époque, d'ailleurs même, Emirates devait nous accompagner. Emirates, lors des premières réunions, sont venus
pour nous assister, pour nous donner les bons choix. Puis ensuite, après, il y a eu un problème, on n'a plus revu Émirate. Bon. Quel est le problème? Je pense que, bon, non, il y a eu un problème. Nous ne sommes pas, moi, personnellement, je ne suis pas au courant, mais Émirate devrait être au courant. Depuis que nous avons, en tout cas, peut-être que nous sommes des petits porteurs, PTS, les professionnels du tourisme Sénégal, nous sommes entrés dans les privés avec la structure PTS, les professionnels du tourisme du Sénégal. Et quand nous avons mis notre part, depuis lors, on n'a plus eu de compte. Il y a... et qui gérait ça? C'est ce que vous dites quand même. Ah si, il faut le dire, parce que moi-même, je suis co-gérant... Qui était vraiment aux commandes je suis moi-même de Sénégal Airlines? On a parlé de prénom, je vais le dire. Est-ce vrai, puisqu'on l'accuse aujourd'hui, il est en détention, poursuivi dans le cadre de la procédure dite des biens mal acquis? Est-ce que M. Karim Wade est actionnaire de Sénégal Airlines? Mais en tout cas, certaines décisions, c'est lui qui le prenait. Ça, il n'y a même pas à dire. Bon, c'est lui qui était le ministre. Il est actionnaire, ma question est précise. Apparemment, sur le papier, il n'était pas actionnaire. Hein. Maintenant, il y a des personnes, il semble, qui étaient proches de lui, qui étaient actionnaires. Mais ceci dit, moi, ce n'est pas ce qui est important pour moi. Pour moi, c'est de voir pourquoi cette compagnie s'est planquée. Il y a des gens qui avaient commencé à mettre de l'argent, qui n'ont pas libéré le capital parce qu'ils ne croyaient plus. Nous, chez nous, et ça c'est important, il y a un grand Théo, qui avait demandé à sa maison mère la permission de mettre de l'argent. Il a mis de l'argent, il n'a jamais eu de compte. Et chaque fois qu'il a voulu aller en conseil d'administration, il n'a jamais pu avoir quoi que ce soit du conseil d'administration, en tout cas, ou de la direction de la compagnie. Sénégal Airlines, victime donc de sa gestion nébuleuse. Oui. Alors, et pourtant, je finis simplement sur ce point. Le président Wade, franchement, il nous a tenu un discours au palais. Il avait vraiment la volonté de vouloir laisser au privé la gestion de Sénégal Airlines. Il nous l'a dit. Il nous l'a dit d'une façon. Qu'est-ce qui s'est passé après? Bon, on va très rapidement évoluer. Il nous reste d'autres thèmes. Alors, un mot sur le transfert de l'aéroport Léopold Sédar Senghor à l'AIBD. Oui. Vous êtes pour? Vous êtes contre? Ah oui, non, mais ce transfert, c'est formidable. Donc il faut fermer cet aéroport et non le garder en même temps que l'AIBD va ouvrir. Alors là, c'est les techniciens qui doivent le faire. Mais ceci dit, je fais partie de l'OPAS et la semaine dernière, là, on a visité l'aéroport. C'est fabuleux ce qu'on a vu. On avait visité, il y a à peu près 6 mois, tous les 6 mois nous visitons les acteurs des aéroports, et sous le truc de l'UPOAS, nous sommes allés visiter, les compagnies étaient là. Certains étrangers, je peux vous dire, tels que le PDG de Émirate à Dakar, il a dit mais c'est fabuleux. Parce qu'on a vu vraiment l'éléphant blanc. Ceci dit, il ne faut pas toujours casser du sucre sur les anciens. Hein. On a beaucoup chahuté le président Wade sur ce projet. Aujourd'hui, il sort de terre et il devrait mettre prêt vers la fin 2014, suivant l'engagement du président Macky Sall. 380 peut atterrir là-bas. La piste est large de 60 mètres. On a visité, on a vu, on nous a donné des explications. Nous, les professionnels du tourisme. Mais est-ce que le bon choix n'est pas quand même de garder les deux aéroports? On voit de grandes villes du monde qui ont plus d'aéroports. C'est vrai. On peut faire de cet aéroport un aéroport d'affaires, un aéroport léger où c'est des vols nationaux, intérieurs. Oui, par exemple. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pistes de réflexion que les autorités peuvent. Vous savez, en matière... ça dépend de comment on aborde le sujet. MSN, il nous reste 8 petites minutes. Nous allons aborder un autre thème. Je rappelle que vous êtes président du groupe ERS Sénégal. Vous êtes le président de l'Union nationale des patrons chrétiens du Sénégal, chevalier de l'ordre de Malte. On va parler de questions religieuses ou politico-religieuses. Dans votre CV, vous écrivez « Laïc engagé de la communauté catholique au Sénégal et apôtre du dialogue islamo-chrétien ». Quel est le regard que vous portez sur la communauté chrétienne par rapport à son implication dans la marche du pays, le Sénégal? Oui, c'est vrai que, vous savez, je suis en train de lire, et j'ai parrainé le livre du cardinal Théodore, un livre, le cardinal Théodore Adressar, Soldat de la paix, qui a été écrit par votre confrère Marcel Mendy, un très beau livre.
Un très beau livre. Bravo à lui en tout cas pour ce livre. Donc, c'est vrai que les chrétiens, les catholiques, dès les indépendances, se sont impliqués dans la vie politique. Le premier président, les Guillabert, les Théophile James, ils se sont impliqués, ils étaient là. Et chez nous, d'ailleurs, Concile Vatican II le dit, il faut que les laïcs que nous sommes, nous nous impliquons, nous sommes le sel de la terre. C'est-à-dire, nous devons apporter notre contribution dans cette terre. Pourtant, après la première génération, on a senti comme une sorte de pudeur, de réserve de cette communauté catholique par rapport à la chose politique, à la gestion des affaires de la cité. C'est vrai. Alors que vous avez offert au Sénégal son premier président de la République. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que d'ailleurs, le cardinal a donné une explication dans ce livre en disant que c'était les guerres d'idéologie entre les prêtres en France, entre le clergé en France et le pouvoir. Et donc, quelque temps qu'ils ont commencé à avoir des missions en Afrique, à être des missionnaires, ils n'ont pas voulu parler d'argent ni de politique. Et ça, vous allez me dire que c'est une période antérieure. Mais est-ce que ce n'est pas ça qui est revenu? Toutefois, est-il que c'est vrai, à l'époque de la génération de Senghor, Théophile James, il y a eu une autre génération, les André Sonko, les Joseph Mathiam, qui quand même étaient impliqués. André Sonko, Joseph Mathiam, Robert Sagna. Ouais. Et donc, il y a eu une période calme. Mais là, depuis que le cardinal, qui était évêque à l'époque, a lancé, dans tous les partis, d'ailleurs, il a dit, il faut adhérer, suivant vos pensées. Faites la politique. Absolument. Engagez-vous en cité. Engagez-vous en politique. Et cela, maintenant, ça se sent. Mais attention. Et selon vos prévisions, un engagement, on pourrait avoir... pour faire le témoin, être témoin du Christ. C'est pas faire de la politique pour faire de la politique. Dans quel horizon pensez-vous que le Sénégal pourrait encore avoir un président chrétien? Oui, mais c'est vrai qu'il faudra encore une autre génération. Parce que je le dis très sincèrement, je vois. Vous savez, il faudra une autre génération, mais attention. Au Sénégal, les gens commencent à beaucoup respecter certaines idéologies. Avant, c'était pas ça. La religion, c'était la religion, la politique, c'était la politique. Mais maintenant, apparemment, la religion et la politique ne diffèrent pas. Ceci dit, c'est bien. Parce que la politique, c'est quoi? C'est gérer les affaires de la cité. Est-ce qu'on peut être croyant et se mettre, par exemple, à détruire des biens communs? Donc, il y a toute une politique. La politique, à mon avis, chevauche avec la religion. Et bon, c'est discutable, on peut... Tout à fait. Oui. Oui. Et Mécène, on parle beaucoup du dialogue islamo-chrétien au Sénégal. Quel entendement vous en avez? Le dialogue, je l'ai tellement vécu que, vous savez, j'ai grandi dans une banlieue à Dakar où le dimanche, en dimanche, nous allons à la messe, on nous regardait. On nous regardait avec, comment dirais-je, on nous regardait, vraiment, parce que nous allons à la messe, on nous regardait, mais avec un respect. Vous savez, personnellement, je vis dans ce Sénégal. Je suis profondément citoyen. Je ne suis pas, et je me refuse à être le Sénégalais qu'on dit, c'est un catholique, donc il a... Non. Nous sommes des Sénégalais. Quand j'entends le Kassak, quand j'entends l'Engel, quand j'entends Pangol, ça c'est pas dans la religion, c'est en moi dans le sang. Quand, vous voyez, Mamadou Iba, quand j'entends par exemple le Saint-Homme réciter le bourde, chanter le bourde, ça me frissonnait. Le vieux, le Saint-Homme Abdou Aziz Sy. Oui, d'abord. Vous voyez,
je peux vous dire que je l'écoutais. Quand les valeurs de Mouride, le travail et la religion, ça me fascine, parce que j'aime le travail. Quand je vois les Layènes, on a un point commun, c'est Jésus-Christ, Issa. Mais c'est extraordinaire. Vous voyez, ce Sénégal, on peut...